Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. L'Empire, c'est quand même un lieu de vie, c'est un lieu où tu t'éclates, où tu peux danser, tu peux te retrouver, te rassembler. Moi j'ai connu Bordeaux la nuit, quai de Paludatte, toutes les boîtes au même endroit. Et c'était un rassemblement de gens bourrés qui pour moi est très dangereux, quoi. Et sur le sans-alcool, tu l'avais Sans vu alcool, ça arrive là, ça arrive fort. Cette semaine, nous partons en immersion dans l'univers fascinant de la nuit bordelaise. Avec notre ambassadeur Max, patron et fondateur de l'Empire, véritable institution située dans le centre de Bordeaux. Dans cet épisode, Max revient d'abord sur toutes ses premières années à la tête de l'Empire. De l'excitation du lancement aux défis que l'on peut rencontrer lorsque l'on reprend un établissement de nuit. Problèmes de voisinage, gestion du personnel ou encore les huissiers. Nous explorons ensuite l'évolution de la vie nocturne à Bordeaux ces 15 dernières années. Max nous explique comment la majorité des établissements, autrefois concentrés autour des quais de Paludatte avec le danger que cela comporte, se sont dispersés et répartis plus harmonieusement à travers les différents quartiers de Bordeaux. Enfin, Max nous parle de l'impact du Covid et de la manière dont il a saisi cette période de crise pour diversifier ses activités, en intégrant deux sujets qui le passionnaient depuis longtemps, le bio et la permaculture, ou comment prôner une consommation plus responsable, là où on le voit encore trop peu aujourd'hui. Allez, 2 pchits de parfum, on déboutonne un peu la chemise et on enfile ses mocassins, c'est parti pour 1 heure d'immersion au sein de l'ambiance festive des nuits bordelaises. Go! Salut Max! Salut Hugo. Merci Max. Ça va? Ouais, ça va. Merci de nous recevoir aujourd'hui donc on est à l'Empire Coworking, c'est ça? Ouais, exactement. Nous sommes dans tes bureaux rue du Cancérat. Exactement. Je dis pas de bêtises. Et écoute, on est ravis de t'avoir sur Bordeaux Stories. L'objectif c'est de parler ensemble de l'Empire, mais c'est aussi de parler du monde de la nuit à Bordeaux, que tu connais bien, parce que ça fait combien de temps que tu es à la tête de l'Empire, toi? Ça va faire 14 ans en octobre 2024. C'est pas mal. Avec un nombre de bougies, toi, t'as quel âge? J'ai 35 ans, j'ai démarré à 21. Ok, il n'y avait qu'à faire la soustraction. C'est ça. Ça fait quelques années d'expérience, donc je pense que tu es la bonne personne pour nous parler un peu de Bordeaux, du monde de la nuit en tout cas à Bordeaux, la façon dont ça a évolué ces dernières années. Oui. En intro, Max, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant de fonder l'Empire? D'où tu viens? Toi, tu es de la région? Alors moi, je suis de Bordeaux, je suis né à Pellegrin, hein, donc voilà. Pas loin. Hôpital emblématique de Bordeaux, et j'ai grandi à Gradignan, moi. C'est de là qu'on se connaît d'ailleurs. Le fait est effectivement qu'on a été mis en relation donc, par la CCI de Bordeaux il y a quelques semaines, et le hasard fait qu'on se retrouve quelques années plus tard puisqu'on était au lycée ensemble. Exactement, c'est ça. Donc on avait déjà des points communs. Donc c'est cool de se retrouver là, et quelques années plus tard en effet, oui. Et puis donc mon parcours tout simplement, moi avant 21 ans, pas grand chose. L'école? L'école, j'étais au lycée à Brémontier, j'ai fait marketing, STG. Donc j'ai eu mon bac, donc très classique, et ensuite je suis parti à la fac, j'ai fait LEA, donc étrangère appliquée à l'époque. Sur Bordeaux? Non, enfin oui, mais non, parce qu'en fait j'y ai pas été en cours, et donc je suis parti à Madrid. Mon frère avait un bar à Madrid, donc j'ai plutôt fait ça. J'ai appris la langue là-bas, même si j'ai un peu perdu depuis. Mais en gros, je me suis plutôt mis en immersion dans le monde de la nuit déjà, en Espagne. Assez rapidement, j'avais 19-20 ans. Et voilà donc. Et l'Empire, ça démarre comment du coup? L'Empire, ça démarre en 2009-2010, où en fait je suis au lycée hôtelier en alternance à ce moment-là. Je travaille pour mon père qui a un restaurant qui s'appelle la Villa Bersol à Gradignan. Et donc je suis en alternance chez lui et je suis au lycée hôtelier. Et c'était dans la perspective d'ouvrir une affaire sur Bordeaux. Mon père a été prêt à m'accompagner pour le lancement d'une première affaire. Et plutôt que d'aller en école de commerce et de payer des études, il s'est dit vas-y, je vais le former. Ouais, autant investir dans un projet, quoi, un projet pro directement. Et donc du coup, on visite des affaires sur Bordeaux. À la base, on voulait juste un petit endroit, une petite terrasse, un truc simple. Plus resto au départ? Ouais, plus resto parce que c'était ma formation, et puis parce que moi, depuis que j'ai 14 ans, j'aide mon père soit à la plonge, soit à l'époque il avait une pizzeria, j'aidais à faire les pizzas. Ouais. Donc j'ai toujours grandi dans cet univers, donc je le connais très bien. Et là, l'idée, c'était d'arriver avec un vrai projet pro avec lui. Et on visite l'Empire. Je crois que c'est avant l'été 2010, donc plutôt juin 2010.
Et on fait une première visite, on tombe amoureux du lieu, parce qu'on est dans les anciennes écuries de Napoléon. C'est un bâtiment qui est classé. Il y a un bar toujours style Gaudi en mosaïque qui est très beau. Et on est tombé amoureux du lieu parce que voilà, le lieu est plein d'énergie. C'était quoi comme lieu à l'époque, comme type de lieu? Ça s'appelait l'Empire d'Essence du coup à l'époque. C'était un gars qui avait repris ça février 2010. Et il avait repris l'Absolute Lounge à l'époque qui était connu, je crois. Et avant ça, c'était le New Steakhouse. Donc c'était un lieu qui pour les anciens était très connu pour la viande, etc. C'était un des seuls gros restaurants de Bordeaux à l'époque. Donc c'est l'évolution du lieu, c'est New Steakhouse. Après il y a eu le Tex-Mex qui a duré 2-3 ans, et l'Absolute Lounge et l'Empire d'Essence en février 2010. Et nous on visite en juin 2010. Et donc on se dit non mais c'est inaccessible ce lieu-là, etc. On pourra jamais l'avoir. Genre c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau, c'est donc forcément trop cher. Pour nous à l'époque on cherchait une petite affaire et pas un lieu qui fait 400 mètres carrés, pas un lieu de nuit spécifiquement et tout ça. Et en fait on avait fait une première offre en juin et ça passait pas, et donc on s'est dit bon ben laisse tomber, sauf que le locataire, enfin le gars qui connaît le fonds de commerce nous rappelle en octobre 2010 et il nous dit je vous laisse le bébé si vous voulez pour 1 euro parce que je suis trop dans la merde et vous récupérez mes dettes. Juste. Ok. En achat de part sociale. Ouais, ok. On a plusieurs manières de racheter un fonds de commerce, soit les parts sociales, soit le fonds. Et là, pour le coup, ben, c'était les parts. Ok. Et du coup, on s'est dit, putain, mais d'un seul coup, ça devient hyper accessible. Ouais. Et donc, je me mets à fond dans le projet avec mon père et son associé qui s'appelle Denis Pugliese, qui est mon associé actuel maintenant. Et maintenant, on est à 50-50. Mon père est sorti du projet parce qu'il est à la retraite, tout simplement. Ok. Donc maintenant, je suis à 50-50 avec Denis Pugliese, qui est donc mon associé depuis le début, donc depuis 14 ans aussi. Et c'est quoi votre vision pour le lieu dès le départ? Est-ce que c'est ce qu'est l'Empire aujourd'hui, ou le lieu il a évolué entre tu vois, ce démarrage-là? Ah oui, non, ouais. On a repris en fait, c'était presque un cadeau empoisonné de mes associés à l'époque, quand ils m'ont mis gérant là-dedans. C'était un endroit où il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de dettes et un énorme procès avec l'ensemble de la copropriété qui était en fait un peu caché, même très caché. Donc l'immeuble, c'est ça? On parle de l'immeuble au sein duquel on retrouve aujourd'hui l'Empire. Exactement. Tu peux nous citer 1 ou 2 exemples, tu vois, de problèmes tant organisationnels qu'au niveau de l'immeuble que vous avez? C'est-à-dire qu'à l'époque, donc, on récupère l'activité, on commence à faire des soirées avec des DJ sets, on dynamise, il y a du monde, ça prend forme, etc. Et on fait du bruit, on fait des nuisances. On n'était pas du tout confronté. À moi, 21 ans, j'étais pas du tout habitué à ce milieu-là. Et je savais pas qu'on pouvait être à ce point-là embêté par le voisinage. Par le voisinage. Et je pensais pas que ça pouvait mettre autant en péril une activité, en fait. Ok. T'avais qui dans l'immeuble à ce moment-là? Il y avait d'autres locataires Ouais, au premier étage, il y avait un propriétaire qui avait ses bureaux d'expertise comptable. Choc de culture. Ouais, choc de culture. Au deuxième, il y avait 2 voisins, dont un qui était avec sa famille, avec 3 enfants ou 4 enfants. Ok. Et bon, ouais, choc de culture aussi. Ouais, choc de culture dans tous les sens, là. Et en fait, ça a démarré où cet expert comptable a porté plainte pour une histoire de vibration, en fait, de plafond chez lui. Et en fait, c'était à cause de notre VMC. Et nous, on savait pas, on connaissait pas encore le lieu et tout ça, donc on découvrait au fur et à mesure tous les problèmes, sauf qu'entre-temps, il a démarré une procédure. Là, on est en décembre 2010. Et après, toute la copropriété en fait, se joint à lui parce qu'ils disent nous, maintenant, on a des problèmes avec la musique. Ouais. On a des vibrations aussi. Et notre propriétaire, du coup, il se dit merde, ils ne respectent pas les clauses du bail. Du coup, comme ils m'ont attaqué, la copropriété, je me retourne contre eux. Et du coup, on a eu tout le monde sur nous. Ok, tout le monde sur le dos. Attends, il savait, le propriétaire des lieux, quand même, votre projet, il était... Oui, il était au courant. Après, lui, comme tout bailleur, ce qu'ils veulent, c'est pas être embêté et qu'on respecte les clauses du bail qui est signé. Donc, en fait, lui, il dit, faites ce que vous voulez, en gros, tant que je suis pas embêté. Et à partir du moment où il y a des nuisances, faut réparer, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, faut pas que je sois embêté. Ok, donc là, tu te retrouves avec du monde sur le dos. Là, je me retrouve avec beaucoup de monde sur le dos et je me retrouve à plus pouvoir vraiment développer l'activité, en fait. Parce que j'ai des rapports d'huissiers qui viennent, j'ai les rapports de la mairie, j'ai des tests acoustiques qui sont faits chez eux, etc. Donc voilà, je vais faire vite parce que c'est un dossier qui est très long. Mais en gros, très difficile de développer. Entre-temps, je dois gérer aussi les ressources humaines, où à l'intérieur, j'avais des gens qui étaient pas très sains, qui est souvent lié au milieu de la nuit. Tu récupères une partie de l'équipe qui était... Je récupère totalement l'équipe, ouais.
Ouais, ouais. Et puis on me met en place, moi, à cette époque-là, avec un directeur qui avait une quarantaine d'années, qui connaissait bien Bordeaux, et qui devait m'accompagner, si tu veux, sur le projet. Et il m'a pas accompagné de la meilleure des manières. En soi. Ok. Donc, Ah, puis t'es jeune, t'as 21 ans, quoi. 21 ans, ouais. Ouais. Ah ouais, Ouais, ça fait beaucoup de responsabilités d'un coup, ça fait énormément de choses à gérer. beaucoup. Au-delà de tout l'administratif, avec tous les gens, effectivement, la copro qui te tombe dessus, C'est j'imagine que t'as tout ton staff à gérer, l'organisation de ton activité. Mm. On dort combien de temps par nuit à ce Non, moment-là? là, à cette époque, je dormais sur place. Sinon, je faisais des allers-retours à Gradignan, mais ça m'est arrivé de dormir sur les banquettes de l'Empire, bien sûr. Parce que bah, c'est le début, que la productivité, elle n'est pas bonne, parce que moi-même, j'ai pas les compétences encore pour tenir une affaire de cette ampleur-là. Et que même historiquement, mes associés n'avaient pas l'habitude de gérer ce genre d'affaires. Ok. Et à cette période-là, mon père était affairé sur Gradignan et Denis, mon associé, était affairé sur Paris. Donc du coup, j'étais un peu livré à moi-même. Donc première année, on fait moins 100 000. Hein. Ok, par rapport à ce qui était prévu? Bah, on fait un déficit de 100 000 euros, tout simplement. Ok. Donc du coup, les associés ont réinjecté de l'argent. Et puis on a essayé d'après de tout De structurer, d'avancer. de nettoyer la clientèle, oui, d'une part, et aussi les charges salariales. Et donc de tout restructurer. Donc ça a été 2 premières années très difficiles, mais entre-temps, le procès continuait. Et en 2014, malheureusement, on perd en cours d'appel et on doit beaucoup, beaucoup d'argent. Donc en fait, on a les huissiers qui veulent saisir et on est à 3 jours de la liquidation judiciaire. Ok, Ouais. ambiance. Ouais. J'avais des affiches sur la porte de l'Empire qui disaient saisie administrative, telle date. Et les gens qui venaient faire la fête à l'Empire en même temps, c'est ça? Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait que je continue mon activité et que je travaille et que je maintienne comme je peux l'activité. Donc j'arrivais pas à développer parce que dès que je faisais une soirée, ça partait en procès. J'avais un huissier ou j'avais je sais pas, la police qui débarquait, donc grosse pression. Donc du coup, j'osais même plus communiquer ni sur les réseaux ni nulle part parce que tout était récupéré pour constituer un gros dossier pour le tribunal. D'accord. Et quand en cours d'appel on perd, on se fait saisir sur les comptes, on se retrouve à zéro, Ok. plus de trésorerie. Je me rappelle même que j'utilisais l'argent des recettes du week-end pour faire les courses à métro pour continuer. Quoi, en fait. Ouais, tu faisais comme tu pouvais, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'à ce moment-là, votre activité principale, c'est quoi? C'est la partie bar, où il y a déjà un peu de restauration, ou comment c'est structuré à ce moment-là? C'est là-dessus que je vais rebondir, parce qu'en fait, c'est vrai que l'Empire a énormément évolué. Déjà sur la partie food, au début, je faisais du semi-gastro, j'avais un chef de formation Bocuse. Mais ça allait pas du tout dans le concept, puisqu'on était bar d'ambiance, et donc du coup, d'avoir cette hype sur la food, ça matchait pas avec le côté nuit. C'est pas exactement ce que les gens venaient chercher, en fait, quoi. Non. Du coup, tu avais 2 clientèles qui se mélangeaient, qui se perdaient en même temps. Donc Ok. ça marchait pas. Et ça coûtait très cher aussi en charge, parce que c'est des chefs qui sont chers. Ensuite, on est parti sur un concept complètement hispanisant. Donc j'ai dit, on va faire des tapas espagnols et tout ça. Parce que ça rentre dans le concept, mais le niveau et la qualité n'étaient pas ce qu'on devait avoir et ça marchait pas. Ok. Ensuite, ça s'est amélioré sur la partie food quand j'ai fait une brasserie plus, où je faisais des burgers, des entrecôtes, des confits de canard avec des cèpes, etc. Donc on était plus en mode brasserie. Mais ça marchait pas non plus comme il fallait, et puis on était encore avec ces procès. Et ensuite, on s'est dit, faut faire que des planches en fait, avec des bonnes tapas de qualité. Et en fait, on est resté sur ce concept-là depuis 2015, 2016, je dirais même. Et ça continue maintenant, et on a amélioré au fur et à mesure. En tout cas, sur la partie food. Ok. Par contre, on est resté un lieu très festif. Et on a toujours joué sur le fait qu'on puisse danser à l'Empire et qu'on puisse faire la fête. Ça, c'est toujours Ça a été le fil conducteur, Ça, quoi. le fil conducteur, c'est la night, la fête, danser. Surtout danser, parce qu'il y a très peu d'endroits où tu peux danser. Bah, dans le centre à Dans le Bordeaux. centre à Ouais. Bordeaux. Ouais. Exactement, ouais. Mais du coup, donc on perd cet argent, on perd les procès. Et donc on est à 3 jours de déposer le bilan, quoi. Et entre-temps, on arrive à trouver un super avocat qui nous a créé la solution avec la sauvegarde, donc la procédure de sauvegarde qui est avant le redressement judiciaire et qui a permis de geler tous les comptes et de renégocier toutes les problématiques qu'on avait avec l'ensemble de la copropriété et repartir sur des bases saines. En gelant tout, en fait, ça nous a permis de repartir à zéro quelque part, de régénérer de la trésorerie, de développer notre activité et de se mettre d'accord en mode médiation Ok. avec l'ensemble des propriétaires. Et comment ça s'est terminé, juste avec les voisins, avec le propriétaire? Ça s'est terminé qu'on a trouvé un accord, qu'on a fait des travaux d'isolation et qu'on a mis en place un système de limiteur de son agréé
qui nous a permis de maintenir en fait un niveau sonore qui soit acceptable, entendable en tout cas par l'ensemble. Ou non entendable, justement par les voisins du dessus. Voilà, quoi. moins entendable. Ouais. Mais voilà, donc du coup, en tout cas, qui permettent de limiter le ressenti. Et au fur et à mesure, on est sorti de cette crise-là. Et on est passé, donc on plafonnait à 450 000 euros de chiffre d'affaires. Et dès qu'on est sorti de cette crise-là, post-sauvegarde, on a doublé, quoi. On fait 1 million, après 1,5 million, et maintenant on fait 2,2 millions quasiment cette année. Ok. Donc on a eu une énorme évolution derrière quand on nous a libérés en fait, de toutes ces procédures en interne. Pour dire à quel point ça peut être hyper difficile pour les sociétés de se développer quand il y a des procédures en interne, quoi. Ah bah clairement, ouais, ça s'entend. Et donc au niveau du staff, tu disais aussi au départ qu'une partie de l'équipe que tu avais récupérée, oui. Bon, visiblement vous n'étiez pas trop aligné, c'est ça sur, Non, puis quand tu as 22 ans, parce que je finissais par grandir au fur et à mesure, ouais, mais quand tu as 22 ans, si tu veux, c'est compliqué d'arriver, de manager des gens qui sont des fois plus âgés, qui n'ont pas la même vision que toi, qui ont des visions... qui sont leur propre vision et tout ça. Donc c'est vrai que du coup, moi j'arrive là très jeune et... c'est difficile de s'imposer, quoi. Ouais, c'est difficile. Puis je maîtrisais pas tout. J'étais quand même sur un sable mouvant avec les procédures en interne en plus et tout. Donc bon, c'était il fallait passer par là, je veux dire, pour maintenant réussir. Ça fait partie de la vie. Mais il fallait que je nettoie en tout cas... ça pour repartir avec une équipe qui me comprenne, qui me suive, peut-être plus jeune et qui soit dans mon mood à moi, quoi. Ouais, avec un staff plus en adéquation avec effectivement ton état d'esprit et tes projets de développement pour l'Empire, quoi. Exactement. 2023, du coup, ça a été ta meilleure année ? Ouais, là, celle-là, 2023-2024, c'est ma meilleure année, mais 2022-2023, ma meilleure année aussi, donc encore une autre meilleure année cette année. Ok, moi j'imagine que le Covid, ça a été un peu dur à gérer. Oui, j'ai traversé une période très compliquée d'un plan psychologique, on va dire, d'un point de vue psychologique très compliqué, surtout que j'ai eu l'arrivée de mes enfants en même temps. Ça fait beaucoup de choses, quoi. Ouais, c'était très compliqué. Et je suis même passé par des phases vraiment de presque dépression, enfin de crise d'angoisse, parce qu'on n'avait pas de vision, on n'avait pas de projection. C'était très compliqué à avoir. Mais en même temps, ça nous a permis de réfléchir aussi à, ok, il y a le Covid, mais qu'est-ce qu'on peut faire en sortant de ce Covid-là pour améliorer les choses, pour peut-être se diversifier, se dire que juste avoir un resto et un bar, maintenant, c'est devient dans un monde un peu bancal, si on peut dire. Ouais, qui évolue, ou en tout cas, tu peux être chahuté, sur tes acquis. Chahuté, c'est très chahuté. Mais de dire qu'en fait, il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier, et plutôt commencer à se diversifier. Ok, voilà. Écoute, on va en parler, on va en parler dans le chapitre 3. Yes. Là, juste pour finir de bien planter le décor, en une phrase, c'est quoi la raison qui ferait venir des potes, des proches ou des gens que tu connais pas à l'Empire ? Alors, soit des potes, soit des proches que je connais pas. Qu'est-ce qui les ferait venir à l'Empire ? Bon, déjà parce que c'est un lieu qui est très familial, très convivial, et je pense qu'en cette période, en plus, un peu dark, les gens, ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin de couleur, ils ont besoin de vie. L'Empire, c'est quand même un lieu de vie, c'est un lieu où tu t'éclates, où tu peux danser, tu peux te retrouver, te rassembler. C'est un lieu très festif, et je pense que la fête, elle permet aussi d'éviter des coups de déprime, elle permet aussi d'éviter... c'est ça, de se sentir pas bien, etc. Et au moins à l'Empire, tu peux oublier ton stress de la semaine, tu peux te déconnecter, te faire plaisir, te lâcher. Et c'est vrai que c'est le lieu idéal pour mes potes et pour même les gens qui connaissent pas l'Empire. C'est un lieu idéal pour déconnecter, quoi. Danser, rencontrer du monde. C'est vrai que si tu es célibataire, c'est un lieu... faut venir, quoi. C'est un lieu qui est plutôt adapté pour la belle rencontre, ouais. Okay. Même la rencontre moins belle, hein, mais il y a de tout. Hein. Ça dépend à quelle heure tu rencontres. Ouais, ça dépend à quelle heure tu rencontres. Arriver en fin de soirée, voilà. Mais en tout cas, non, c'est un lieu de rencontre. Les gens ont besoin, si tu veux, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du digital, à l'heure du virtuel, ils ont besoin de lieux physiques. Ça, c'est hyper important. En plus, à l'Empire, on a ce truc-là où on capte pas très bien. Ce qui finalement est une bonne chose. Et ce qui finalement, alors pour nous, peut-être pour dire que c'est le lieu où il faut être et pour montrer que sur les réseaux que c'est génial et regarder l'ambiance qu'il y a, bon, peut-être c'est un problème. Mais en fait, pas tant, parce que du coup, tu as des gens qui vivent l'instant présent, qui sont pleinement là, même leur téléphone, ils sont obligés de sortir pour capter. Alors, ils vont râler au début, mais au final,
Je me dis qu'ils vivent vraiment l'instant présent, quoi. Ouais, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est ce que je me dis. Clairement. Ce que je me dis. Voilà. On va parler un petit peu du monde de la nuit à Bordeaux. Ta vision, en tout cas, ça serait intéressant de la voir. C'est quoi, pour toi, comment ça a évolué, en fait, le monde de la nuit à Bordeaux entre ta reprise de l'Empire il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui, tu vois, entre le centre-ville, les boîtes qu'il y avait à côté de la gare, le bassin à flot. C'est quoi ta vision de la chose? Comment tu as vu le truc évoluer, toi? Moi, j'ai connu Bordeaux la nuit, quai de Paludat, toutes les boîtes au même endroit. Donc là, aujourd'hui, il y a Euratlantique, le quartier Euratlantique en partie, ouais. Non, je pense qu'il y avait un vrai truc à faire dans ce quartier-là, où c'était un rassemblement de gens bourrés, qui pour moi est très dangereux, quoi. Donc, non, la nuit a énormément évolué, elle s'est décompactée aussi. C'est-à-dire, avant, tu avais tout le monde au même endroit, puis maintenant, tu as plein de petites zones de night, de nuit, de fêtes, de bars, où tu peux te retrouver. Donc ça évite déjà les gros rassemblements de gens bourrés, ça c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose du tout. En fait, ça se concentrait donc quai de Paludat, tu avais un peu au bassin à flot. Ouais, un petit peu. Vite fait. Pas autant que maintenant, quoi. Ok. Ouais. Davantage. T'avais le Pierre Six à l'époque. Pierre Six, la dame de Shanghai. La dame de Shanghai, ouais, qui est la dame maintenant. Enfin, la dame qui est très bien tenue. Pierre Six qui a brûlé, non? Il y a quelques années, il y avait une histoire comme ça, je crois. Ils sont fait rentrer dedans avec un Porsche Cayenne, je crois, à une époque, ouais. Ok, donc juste sans doute quelqu'un qui s'est trompé en se garant, quoi. Ouais. Exactement. Il a vu que c'était pas un parking. Ouais. Non, mais la nuit, si tu veux, je trouve qu'elle a quand même bien évolué. Dans le bon sens pour toi? Ouais, moi je trouve dans le bon sens parce que déjà on se connaît tous. Moi, je respecte tous les tenanciers de la nuit parce que je trouve c'est des gens qui sont assez sains dans l'ensemble. On a vraiment des gens qui sont là, qui défendent leur travail, leur bébé, leur établissement. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est assez sain sur Bordeaux. Bon, déjà, on se connaît tous. Chacun fait son beurre à sa manière, etc. Mais on n'a pas de pègre à Bordeaux. Vous savez, on n'a pas de... Dans certaines villes, tu as vraiment une espèce de... de mafia ou... je te lance effectivement sur ce sujet-là, tu vois, avec une idée un peu derrière en tête, mais c'est vrai que c'est quoi le monde de la nuit, ce à quoi tu vas penser spontanément, c'est genre Pigalle, tu vois, à Paris, où tu as l'impression qu'il y a presque un peu de mafia, en environnement en tout cas qui n'est pas spécialement sain, ou alors tu vas penser aussi peut-être à Marseille, les Corses, tu vois, ça peut être ce genre de caricature-là, quoi. Et en ça, je trouve intéressant d'avoir ta vision à toi sur ce qu'est le milieu de la nuit à Bordeaux. Bah, à Bordeaux, il n'y a pas. Enfin, pas à ma connaissance, mais non, c'est des gens que je connais même d'avant, comme les patrons du Light Club ou du Base, etc., qui sont des lieux emblématiques en night, vraiment en boîte de nuit. Le Monseigneur, par exemple, est très bien tenu par Seb Labéry. C'est quelqu'un qui est un ancien pompier. C'est sain. Il n'y a pas de... On est loin, en tout cas, de cette image. Puis c'est des Bordelais, quoi. Ouais. Enfin, on est bordelais. Moi, je suis bordelais. Le patron du Bay, c'est un bordelais. Le patron du Light, c'est un mec de Talence, Hadji. Non, en fait, là, tu prends le Bourbon maintenant. C'est des bordelais. Ok. Enfin, du coup, c'est un milieu. S'il y a une mafia, alors c'est Bordeaux, quoi. C'est des bordelais. Donc, en fait, ça va. Mais on n'a pas de groupuscule, on n'a pas ça, on n'a pas de raquettes. Ouais, il n'y a pas toutes ces choses-là, quoi. Non. Tant mieux. Puis moi, j'ai démarré à 22 ans, enfin 21, 22 ans. Bon, si au début, il y avait 2-3 individus, mais qui étaient de l'époque de Chaban, donc qui étaient révolus. Mais quand ils ont vu qu'on était sains, qu'on était des gens professionnels, etc., bon, ils n'interfèrent pas, en fait, il n'y a pas de débat, quoi. Et c'était quoi? C'était des gens élus de la sphère politique ou rien à voir Non, c'était des gens qui étaient affichés grand banditisme, ouais. Ok. Qui avaient des Bordelais, hein, mais qui avaient des habitudes d'aller voir certains chefs d'entreprise, enfin en tout cas de bar, patrons de bar, pour récupérer. Ça se faisait, mais il y a 10-15 ans, quoi. Ouais. Une petite mafia, oui, mais c'est fini, quoi. Ouais, ok, c'est plus le cas aujourd'hui, quoi. Et pas à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a après sur des nouvelles affaires et tout ça, mais à ma connaissance, il n'y a plus. Donc, tu avais principalement à l'époque, quai de Paludat, il y avait un peu au bassin à flot, et tu avais quelques bars, on va dire, un peu dans Bordeaux, mais Bordeaux Centre restait quand même très calme de souvenirs, il n'y avait pas vraiment Oui, on avait le Life, l'ancien O7, qui est devenu le Big Mada maintenant.
qui est axé plus maintenant sur la tranche 18-22, plutôt plus jeune, Plus jeune, etc. Ouais. Ouais, je me souviens de l'O7. Ouais. Mais l'O7 c'était génial, ouais. Moi j'avais des bons souvenirs aussi à l'O7. Ouais. Ouais. Bah, nous on était un peu le concurrent un peu de. Dans l'idée, C'était un peu ça, ouais. C'était un peu l'empire d'essence. Bah, c'était pouvoir danser dans le centre-ville de Bordeaux. C'est ça. Mais on n'était pas beaucoup. Hein. Il y avait ça, il y avait nous, et après il y a le Café Brun qui reste aussi emblématique, la Caglioccio. Ouais, la Caglioccio. Qui reste emblématique. Ça reste des institutions quand même. Café Brun, Caglioccio. Mais c'est des endroits bien tenus, c'est des endroits sains. Enfin, moi je trouve que c'est bien. Et le Monseigneur, je me souviens de la réputation que ça avait à l'époque. Aussi. Ouais, ça a évolué. Ça a évolué. Ça a été repris par un jeune, ouais. Seb, il a 40 et quelques années. Alors, c'est quoi qu'on explique la réputation que ça avait il y a 20 ans, quoi, le Monseigneur? Bon, parce que c'était tenu par une personne un peu plus âgée, quoi, donc qui avait... que j'ai pas connu, moi, d'ailleurs, mais c'était pas un lieu que je fréquentais de base. Moi, j'allais beaucoup au Black Diamond, qui était tenu par Lilian Lasland. D'accord. Donc j'allais plus dans ce genre de ce type de lieu-là. Mais le Monseigneur, à l'époque, avant que ça soit repris par Seb Labéry, c'était un lieu réputé pour avoir des cougars. Exactement, ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est un terme qu'on utilise encore maintenant. Je sais pas si c'est bien vu avec MeToo et compagnie. Enfin oui, on peut le dire. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quoi, t'étais un garçon de 20 ans et tu pouvais rencontrer des femmes qui étaient plus âgées et qui venaient elles aussi pour ça, quoi, finalement. Et c'est vrai que c'était ça la réputation. C'était la réputation en tout cas, du Monseigneur. Bah, bon, maintenant je trouve que ça c'est plus aujourd'hui. Ouais, non, puis la nuit elle a changé. Maintenant t'as vraiment des endroits pour les jeunes. T'as vraiment des endroits pour les jeunes, vraiment les étudiants et tout ça. Puis maintenant les endroits comme l'Empire, même le Monseigneur, c'est des gens qui se mélangent, quoi, beaucoup. Donc tu vas avoir des gens de 22, 23, 24, 25, 30, 35, 40, 50. Et je trouve que ça s'est hispanisé même dans l'esprit. En Espagne par exemple, moi quand je vivais à Madrid, c'était... tout le monde se mélangeait, quoi. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est de pouvoir se mélanger tout en respectant peut-être un code vestimentaire, une tenue. Voilà, après, chaque établissement a sa politique pour faire rentrer les gens, etc., pour avoir une image, pour avoir une identité. Et chacun sa politique. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça s'est démocratisé, ça s'est un peu... les codes sont un peu plus cassés. Avant, il fallait absolument la chemise pour sortir, c'est fini cette époque. Maintenant, tu as le droit de sortir en tennis... pantalon un peu plus large, et il faut s'ouvrir à ça aussi, c'était important. Mais moi, à une époque, j'avais peut-être du mal aussi à m'ouvrir à ça, mais en fait, viens comme tu es, je ne veux pas prendre des slogans qui ont déjà été utilisés par des grosses enseignes, mais à un moment donné, c'est ça, il faut... sinon, c'est que tu fais plus, je veux dire, si aujourd'hui tu t'attaches à faire rentrer quelqu'un en chemise blanche et mocassin, tu vas pas faire rentrer grand monde, quoi. Tu fais plus rentrer personne. Ouais. Puis tu tombes. Donc c'est pas le but. Puis l'idée, c'est de s'adapter, et puis les gens, ils ont pas envie de se prendre la tête. Bon, par contre, ce que je remarque quand même, c'est que les femmes font vraiment des gros efforts quand elles sortent. Je trouve que les hommes à côté de ça font pas d'efforts du tout, quoi, ou très peu. Ouais, c'est les jeans t-shirt, quoi. Ouais, c'est même capuche, des fois jogging. Et là, je trouve qu'il y a quand même tu vois, le mindset italien, ou même les Espagnols, ils vont avoir quand même cette envie d'être un peu dans la mode, un peu beau, etc. Je trouve qu'en France, alors je sais pas si c'est en France, en tout cas à Bordeaux, de ce que je vois, je trouve que ça manque d'efforts. Après... Non, mais on respecte le point de vue personnel. Voilà, donc c'est vrai qu'on leur dit de faire des efforts. Tu as vraiment des femmes qui vont, elles se mettent en avant, elles se font belles, etc. Elles s'habillent bien. Et c'est vrai que des fois, c'est dommage, quoi. Ouais, t'as l'impression que chez les mecs, c'est un peu plus à l'arrache, quoi. C'est complètement vraiment à l'arrache. Ouais. C'est comme si j'allais au McDo, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Exactement. Les habitudes de consommation aussi, tu les as vues évoluer? Grave. Ouais. Avant, c'était le Mojito. Maintenant, c'est le Ginto. Bon, mais le Mojito est toujours là. Mais les gens consomment... Alors, la bière a beaucoup pris de place aussi. Ouais. En France, c'est devenu quand même ça se remarque un peu. J'ai l'impression que tu as le pinard qui se casse un peu la gueule. Ouais. Enfin, disons que le vin, c'est pareil. Les habitudes de consommation sont plus sur des vins nature, des vins biodynamiques. Il y a une demande du consommateur à avoir des produits beaucoup plus respectueux de l'environnement et limite même pour leur propre santé. Moins le sulfite, tout ça. La bière qui a pris aussi avec la craft beer, la bière artisanale, etc., qui a aussi relancé la bière. Et après sur les spiritueux, le gin a pris beaucoup de place. Et après, ça va être des alcools comme je sais pas, Apérol, etc., des liqueurs ou des vermouths qui sont imposés grâce à certains... T'as le spritz, par exemple, qu'on voit partout maintenant. Ouais, exactement. Qui peut être fait avec autre chose que de l'apérole, d'ailleurs. Mais oui, carrément. Ouais. Et sur le sans-alcool, tu l'as vu sans alcool, ça arrive là.
Ça arrive fort. Toi, tu vois qu'il y a de plus en plus de demandes de la part de ta clientèle? Bah, moi-même, déjà, en tant que patron de bar, je vais m'orienter aussi de plus en plus vers des mocktails. Ça m'arrive de plus en plus, bien sûr. Et puis il faut. On n'est pas obligé de se forcer à boire. Cette pression-là où des fois quand tu es en groupe, tu dois boire pour exister. Bah non, t'es pas obligé. Faut pas que ça soit une pression de boire ou de se la mettre. C'est pas parce que tu bois pas que t'es pas un gars drôle ou que tu vas passer une mauvaise soirée. Il faut pas que ça soit une obligation de boire. Nous, on va proposer à l'entrée de prendre une bouteille, déjà parce que c'est plus facile pour le service, etc. Mais on n'impose plus maintenant. Avant, on va dire non, mais c'est obligé, il faut prendre. Mais non, c'est pas imposé. Si vous voulez pas, maintenant, on fait plus attention à ça aussi. D'accord. Et maintenant, on va commencer à proposer des bouteilles de sans alcool. Ça va arriver là très prochainement. On est en train de travailler dessus. Okay. Ce qu'on veut, on va peut-être faire des partenariats avec French Bloom qui font du champagne sans alcool. Et du coup, on est en train là tout doucement de mettre en place ça où les gens vont pouvoir prendre des bouteilles. Alors, ça sera un peu moins cher qu'avec alcool. Ça sera cher quand même, parce que dans nuit. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer des alternatives où l'alcool n'est pas obligatoire. Je trouve que c'est important. Et toi, tu le vois sur ta clientèle entre justement il y a 15 ans et aujourd'hui? Parce que quand tu écoutes un peu, quand tu lis ou quand tu regardes différents médias, on a quand même l'impression qu'il y a davantage de sensibilité chez les jeunes justement pour le sans-alcool. Tu vois. Même moi, à titre perso, je dis pas que je suis représentatif, tu vois, mais c'est vrai que je suis de plus en plus sensible en fait à ces sujets-là. Et je vais de plus en plus facilement vers une bière sans alcool ou un cocktail sans alcool, tu vois, qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Et est-ce que dans un établissement comme le tien, comme l'Empire, tu sens que tu as de plus en plus de gens qui te demandent du sans-alcool aussi? Je sens qu'il y a une nouvelle tendance qui arrive sur le sans-alcool. Je sens pas encore de manière flagrante le fait que les gens veulent moins d'alcool ou plus de sans-alcool. Mais en tout cas, je sens petit à petit que oui, il y a une orientation vers le sans-alcool. Bon, après les chiffres nous diront, et puis on n'a pas encore l'offre vraiment du sans-alcool qui est là, et qu'on n'a pas mis en avant non plus, donc pour l'instant peut-être que tu pourras le dire à ce moment-là. Pour l'instant je peux pas le dire, mais je pense qu'il faut y aller quand même, parce que c'est des grandes tendances comme le bio a été une grande tendance, même si maintenant c'est un peu décrié, etc. Mais pour moi ça doit rester une tendance aussi, et plus qu'une tendance, ça doit devenir une norme. Il y a des grandes mouvances, et il faut les suivre, c'est important. Quand ça bouge aux États-Unis, on se rend compte qu'après ça bouge à Paris et que ça vient en province. Donc il faut. Là, le sans-alcool aux États-Unis est en train de prendre énormément. Et puis pourquoi pas Peut-être qu'un jour on fera des soirées sans alcool. On verra. 2024, c'est quoi la place de l'Empire à Bordeaux aujourd'hui? C'est quoi? C'est un haut lieu de la fête en centre-ville? C'est quelle observation tu fais, quel constat tu fais toi sur la place de l'Empire? T'as l'impression en tout cas que l'Empire peut avoir sur Bordeaux? Alors, de ce que les gens disent, c'est que c'est un lieu qui est devenu un peu incontournable, un lieu un peu emblématique. Les gens disent que ça s'est institutionnalisé, que l'Empire, voilà, au bout de 14 ans, on sait, c'est pour faire la fête, etc. C'est le lieu de la danse, enfin c'est le lieu incontournable à Bordeaux. Les chiffres le disent aussi. Ouais. Maintenant, j'aime pas trop l'idée que ça soit un lieu qui est institutionnalisé, parce que c'est un lieu qui peut se fossiliser avec l'institution. Ça me fait peur. Toi, t'as pas envie que ce soit le cas? Je veux bien qu'on soit un incontournable, mais je veux pas qu'on soit un fossile, qu'on soit institutionnalisé, parce que ça veut dire que c'est acquis. Et ça me fait peur. Ok. Parce que pour moi, rien n'est acquis. C'est une institution. Oui, mais du coup, t'as plein de gens que moi je voyais avant qui disent « Ah mais non, mais bon, l'Empire, on connaît. » Donc du coup, ils viennent plus. Moi, je veux pas ça. Je veux que les gens qui connaissent disent « L'Empire, c'est une valeur sûre, on y va, on est sûr de passer une bonne soirée. » Donc il faut quand même reconquérir des parts de marché, il faut quand même reconquérir de la clientèle, on a un noyau solide, on va dire, de clientèle. Maintenant, il faut que ce noyau continue de grossir. Donc l'aspect institution, ok, pour l'ego, c'est peut-être cool, mais pour la réalité du business, je pense pas que ça soit bien. Ok, du coup, c'est une excellente transition sur le 3e chapitre, à savoir ta vision et les nouveaux projets pour l'Empire. Je sais que vous faites beaucoup de choses. Tu parlais de diversification tout à l'heure. Oui. On en a déjà discuté un petit peu ensemble. Je sais que tu as pas mal de projets dans les cartons.
Dans l'ordre, je te laisse commencer par ce que tu sorti veux. Des cartons là, ça y est. Allez, on sort des cartons. Dans l'ordre, Covid, premier confinement, le temps de réfléchir à quoi faire de l'Empire. Moi, ce que j'avais à cœur, parce que j'ai une vision très éco-responsable de la vie, je pense qu'on a tous dans nos métiers propres la possibilité de changer quelque chose pour faire du mieux pour la planète. Bon, j'assume ça comme ça, mais en gros, qu'est-ce qui fait que quand je me lève le matin, je vais pouvoir agir de manière positive pour la planète, en étant un acteur en gros du changement. Bon, le Covid nous a permis de nous poser. Moi, j'avais déjà cette conscientisation que j'ai eue déjà en 2014-2015, où j'ai découvert la permaculture, etc. Parce que je traversais une période compliquée à l'Empire, donc on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et du coup, j'ai eu du temps et je me suis pris du temps pour essayer de sortir un peu. Prendre du recul, quoi. Et prendre du recul, ouais, complètement. Et c'est là que j'ai découvert la perma. Donc, je me suis intéressé à ça. Et quand je me mets dans un sujet, j'y vais à fond, jusqu'à que je comprenne tout dans le moindre détail. Et donc je me suis formé en perma, j'ai acheté, je crois que j'ai une trentaine de livres sur la permaculture, sur la nouvelle agriculture, et sur l'histoire de l'agriculture, et pourquoi on en est là, et pourquoi il y a la désertification, et pourquoi il y a le changement climatique, et tout ça. Premier confinement, je me dis, qu'est-ce qu'on vend? Parce que c'est le poids de notre consommation qui pourrit tout. C'est notre manière de consommer qui est de la merde, clairement. Donc si on consomme, et Coluche te disait, il suffit d'arrêter d'acheter ça pour que l'entreprise où t'achètes ça se casse la gueule et qu'elle arrête de foutre de la merde et que ça évolue. L'offre. Ouais. Exactement. Donc du coup, je me suis dit, faut peut-être changer aussi nos produits. Est-ce qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle des produits sur les spiritueux, principalement gin, vodka, rhum et tout, des produits bio qui soient moins impactants pour la planète, des produits français qui soient en circuit court? Est-ce qu'il y en a à des prix accessibles pour qu'on puisse maintenir nos marges? Parce qu'on a des marges à respecter. Ouais, après, tu es une entreprise. Quoi. Exactement. Il n'y en a pas à ce moment-là. Donc, j'appelle mon associé actuel de Sapio, Cédric Nadet, qui est aussi propriétaire du Bourbon, qui était déjà dans le milieu des spi, qui a une maison qui s'appelle Maison Monique, et donc il est spécialisé dans les spiritueux, vodka, gin. Il est multimédaillé. Il connaît son sujet. C'est un tueur. Il connaît son sujet. Donc, j'appelle Cédric. Et donc je l'appelle, je dis frérot, là faut qu'on change notre manière de consommer et j'aimerais bien que tu me trouves des produits bio et français et locaux et pas chers, etc. Il me dit j'ai regardé, ça n'existe pas. Il me dit c'est peut-être l'occasion d'essayer de faire quelque chose ensemble. Et je dis ok, banco. Et une nuit je dors pas, j'écris 10 pages avec le concept, le truc, etc. Le nom, je voulais l'appeler Sapiens au début. Avec l'évolution de l'Homo sapiens, moi c'est ce que je voulais faire au début, l'évolution de l'Homo sapiens, et à la fin il finit avec un verre de ginto dans la main, bio, etc. Bon, hyper cliché, etc. Donc mon équipe marketing m'a dit non, mais on peut pas partir là-dessus, en plus Homo sapiens, ça peut avoir ça peut être utilisé. Ouais. Voilà, bon, en tout cas, tu avais ton idée. J'avais mon idée, je pose ça, c'est vrai qu'il me dit oh putain, c'est génial, banco, on y va. Je fais un peu de R&D pendant un an, on va chercher les produits, on va trouver, etc. Et là, il fait un travail monstrueux sur le sourcing des produits. Et on arrive à tirer des prix, on va chercher des bouteilles en local le plus simple possible, on fait un packaging minimaliste, et donc on arrive à être pas cher, bio, français, local, tout ce que tu veux, réunir tout, et pas cher. Voilà. Okay. Donc on lance Sapio en post-Covid, quoi. Et c'est le premier projet qui sort des cartons. Ok, donc ça a été effectivement issu de ta réflexion et de cette volonté que de proposer du mieux, en tout cas en termes de quali. Ouais. C'est reçu comment par tes partenaires et par tes clients? Alors au début, par mes partenaires déjà comme une trahison. Slash fournisseur. Slash pas fournisseur mais slash alcoolier, puisque je travaillais avec Bacardi qui m'ont toujours accompagné, si tu veux, à l'Empire financièrement pour développer, puis et donc je les remercie pour ça, parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai pu en arriver là, quoi. En arriver là. Et du coup, quand j'aurais dit que j'arrêtais les partenariats avec eux et que je sortais ma marque, clairement déjà c'est quasiment 10 à 15 000 produits par an sur lesquels ils s'assoient eux. Ouais. Donc un gros client sur Bordeaux, en plus en évolution. Donc du coup ça fait chier dans un premier temps, et dans un deuxième temps parce qu'on vient, j'aime pas dire concurrencer le marché, mais ouais, c'est un produit qui vient se mettre en frontal. C'est un produit qui se met en frontal avec ce qu'ils font. Avec ce qu'ils font. Eux c'est mainstream et nous c'est bio et français, et voilà. Donc du coup oui, clairement on arrive
on arrive sur ce marché-là et donc ça tique un peu. Ouais. Ouais. Mais mes fournisseurs, eux, qui sont, je vais les citer, la Cavatitoun, m'ont dit mais c'est une super idée, on te prend le produit direct. Et ils m'ont accompagné, ils m'ont dit mais évidemment. Ok, go. Ouais. Go. Et les clients? Et donc les clients, premier mois, qu'est-ce que c'est cette bouteille? Alors pourquoi? Parce que déjà on avait collé des étiquettes à la main sur les bouteilles, en mode à l'Empire à l'arrache. Ouais. Parce que c'était le début, on est en mode start-up quoi. Ouais. Et du coup, packaging éclaté au sol. Vraiment, Ouais. première étiquette mal collée, qu'est-ce que c'est ce truc et tout. Et du coup, Le mec qui paye sa bouteille. le mec qui paye sa bouteille, il s'emballe, il dit mais Qu'est-ce que c'est mec, que ce truc? qu'est-ce que c'est cette merde? Ouais. J'ai dit non mais pas du tout. Donc là j'étais à l'entrée pendant 3 mois quasiment à expliquer le concept, notre changement de position, pourquoi on fait ça, etc. Et en fait c'était bien reçu. Après la nouvelle étiquette est arrivée et puis ça finit par être bien perçu. J'ai encore des gens qui sont réticents si tu veux, mais c'est des gens qui continuent à boire du coca et aller au McDo, donc c'est pas grave. Ouais, c'est pas forcément la cible que tu vas chercher toi de toute façon. Bah, Après moi ce que je veux c'est que malgré eux ils soient éco-responsables. Ouais. Donc Tu vas les éduquer en fait. je les tu éduque participes, indirectement. Ouais, indirectement et en partie à leur éducation. Mais c'est notre rôle. En fait, il fallait, en tant que restaurateur, notre rôle, c'est de rééduquer le consommateur. Ça passe par nous. On est les ambassadeurs numéro 1 pour que le consommateur soit un consommateur et qu'il devienne un acteur donc, du changement. Si tu continues à leur vendre des produits mainstream, industriels, issus d'une agriculture pleine de pesticides, bah eux, si tu veux, ils vont continuer à venir et continuer à consommer ça. Mais si tu montres que tu peux faire différemment, et que c'est pas plus cher et pas moins cher, et que le portefeuille il est pas trop impacté, c'est ok. Ouais. Donc nous, on doit... C'est hyper original quand même cette posture dans ce milieu-là parce que c'est Oui. C'est bien, genre c'est trop bien, tu vois. Je trouve c'est on m'appelle l'OVNI, mais dans le milieu de la nuit, mais maintenant le Cédric Nadet l'a fait sur le Bourbon et ça commence à se démocratiser. Moi j'ai des partenaires maintenant sur Sapio, j'ai Madame Pang qui me suit, l'avant-comptoir du Palais. Alors c'est pas des endroits de nuit purs, mais j'ai Simone, j'ai bon enfin. Ouais, mais tu vois typiquement tu cites Madame Pang. Ouais. Il y a plusieurs invités du podcast qui ont déjà cité justement Madame Pang parmi leurs adresses favorites. Bien sûr. Moi en dehors du podcast j'en ai beaucoup entendu parler donc on est allé tester. Je sais que c'est un des hauts lieux pour boire un bon cocktail en tout cas sur Bordeaux. Bien sûr. C'est un lieu de référence. Bien sûr. Et de se dire qu'un bar à cocktail avec de vrais mixologues s'intéresse aussi à ces types de produits-là. Bien sûr. Bon, tu te dis, pas que le pari est totalement gagné, mais bon, en partie, c'est quand même une belle forme de reconnaissance, quoi. Bah, c'est magnifique. Puis j'ai Chebest qui a nos produits sur le 4e mur et qui est un de nos plus gros clients. Super, ça. Ouais, c'est une belle carte de visite aussi. Belle carte de visite. On a le Palais Gallien aussi, qui est un hôtel 5 étoiles, qui est un super hôtel, avec qui on travaille. Et puis surtout Julien Candeborde, avec l'avant-comptoir du Palais, qui nous fait travailler sur Paris. Donc c'est quand même une super reconnaissance, quoi. C'est une très belle reconnaissance. Mais c'est des gens qui ont compris aussi. Ouais. C'est qui ont compris qu'on pouvait gagner de l'argent tout en faisant des produits meilleurs pour la planète. Donc ça, c'est un pari qui est gagné. Et puis on est à Lille, sur le plus gros rooftop de Lille maintenant qui s'appelle Messa. Et je leur fais une petite dédicace parce que je suis allé les voir la semaine dernière. Ils ont fait quelque chose de magnifique avec un vrai projet éco-responsable sur le produit, sur même la manière dont ils ont fait la déco chez eux, etc. Et on est partenaire numéro 1 Sapio, à l'inverse, on est chez eux. Et c'est magnifique. Donc on est à Lille, on est à Nantes aussi. On va rentrer à Bourges très prochainement. Et pour l'instant, on n'a même pas de force commerciale et ça fonctionne. Ouais, c'est par le bouche à oreille, par le contact, bouche à oreille, réseau. Et puis, moi, quand je fais un rendez-vous, j'ai pas besoin d'en faire 10 000. Hein. C'est le produit, par le prix déjà, et par la qualité du jus qu'on a sorti. Et Cédric Nadet a dit, dans tous les cas, je ne sortirai pas un mauvais jus, parce que moi, j'ai ma réputation en jeu. Ouais. Donc quand tu es multimédaillé, meilleur gin du monde, etc., tu sors un produit qui est quali et attractif, donc c'est top. Il y a d'autres produits sur lesquels tu voudrais appliquer un peu cette philosophie, ou pas, ou sur lesquels tu travailles déjà ? Ça, c'était un vrai enjeu déjà, et ça a été compliqué quand même à mettre en place, parce qu'il a fallu 1 an et demi de R&D, et toute la mise en place et tout le travail que ça demande au quotidien quand même, pour continuer à avoir ces produits de qualité, etc. Parce qu'au début, on avait un certain jus qu'on a modifié. Après, parce qu'on avait des retours clients qui n'étaient pas forcément non plus top dès le départ, à part sur gin, vodka. Mais on a dû retravailler le rhum. On avait un whisky qui était top au début, mais les gens le trouvaient trop fruité pour un whisky. Donc on est reparti sur quelque chose de plus atypique, de plus whisky, quoi, de plus boisé, etc. Donc ça y est, on a trouvé notre recette. Mais on fait évoluer les choses. J'aimerais bien à terme,
peut-être faire un jean encore plus un pointu, peut-être un truc un peu plus niche, parce que ça me plaît aussi de... Là, on a fait un pur jean, un dry jean, quoi, donc à base de genièvre et de racines d'angélique pour vraiment apporter cette rondeur. Mais voilà, ouais, à terme, j'aimerais bien faire plein d'autres choses. Ok. Et or, si on sort un petit peu des spiritueux, Ouais. d'autres projets aussi ou pas autour de l'Empire? D'autres projets que Sapio, en gros? Ouais. Alors là, on a un nouveau restaurant qui arrive qui va s'appeler Néo, qui est là dans les tuyaux, qui va ouvrir en juin. On est en plein travaux, ça va être sur la place Saint-Pierre, on est à 30 mètres de l'Empire. Je suis associé avec Alex Dimitropoulos, qui est le patron de Pita Pita, et qui a un super restaurant grec en mode bistronomique, qui a une très bonne réputation. On est très potes de base. Et du coup, on s'est associé pour faire un restaurant aux influences méditerranéennes, parce que je suis d'origine espagnole et algérienne, d'Oran. Et lui, il est grec. Ouais. Et notre associé Denis, qui est d'Épouille et algérienne aussi. Donc du coup, on s'est dit, c'est l'occasion de mettre nos origines un peu sur la place, avec une influence méditerranéenne, une bonne carte de cocktail, avec du sapio, évidemment, et une petite carte de vin biosourcée. Ok. Donc on va faire ça. Et alors, ce qui permet derrière un projet que j'avais à cœur depuis 10 ans et qui arrive maintenant, on a fait l'acquisition avec mon associé Denis d'une belle parcelle de 3 hectares et demi en terre agricole à Farc-Saint-Hilaire. Et on va faire une ferme en permaculture. Donc du coup, l'idée, ça serait de produire des produits bio issus de cette ferme-là pour ce nouveau restaurant. Ok. Et donc du coup, c'est ça, Néo, c'est la nouveauté. C'est néo-rural, néo-ruraux, néo-restaurant, quoi. Et néo Saint-Pierre, révolutionner un peu ce qui se passe à Saint-Pierre et de montrer qu'on peut faire des choses en local, en bio, et presque... on arrive presque on a eu la génération, si tu veux, de la dégénération. Nos parents, l'ultra-consumérisme, on s'en fout d'où ça vient, et voilà, et même il y en a encore maintenant. Mais je pense que maintenant, on est la génération de la régénération. Et donc, je pense qu'il faut arriver avec ça, et passer du champ à l'assiette, quoi, directement. On est à moins de 20 minutes de Bordeaux. Et se dire que tu auras peut-être des courgettes dans ton assiette qui seront cultivées à 15 km, c'est cool. Non, mais c'est très bien dit, en tout cas. Non, mais c'est vrai, quand tu prends du recul, tu vois, sur les dernières décennies, ce qui s'est passé, et même nous, tu vois, petits, on a le même âge. Ouais. Les souvenirs qu'on a, c'est vrai, enfin, moi que j'ai avec les parents, c'est que on faisait pas du tout attention à ce qu'on consommait. C'est la nourriture transformée, mais c'était pas nourriture transformée, c'était pas un gros mot à l'époque, quoi. En fait, c'était un standard. C'était un standard. C'était un standard, et c'est toujours, hein, d'une certaine manière, puisque c'est en Europe, en tout cas en Occident, c'est l'agriculture industrielle qui a pris le pas. Tu vois, dans les pays développés, enfin en voie de développement, j'ai un peu voyagé, Thaïlande, Maroc et tout ça, c'est pas l'industrie qui nourrit le monde, c'est les paysans. Donc, faut revenir à cette agriculture paysanne, la vraie, celle qui prend soin, quoi, de la terre et des gens. Mais voilà, donc nous, en tant qu'ambassadeurs de la food, il faut qu'on soit numéro 1 là-dessus, quoi. Et je suis content de pouvoir m'exprimer avec ce nouveau restaurant. Parce que l'Empire, ça reste un milieu de la nuit où il y a de la food, où on fait déjà attention à ce qu'on achète. On travaille avec Darwin sur le chocolat, avec Origine, où on fait des super moelleux au chocolat avec eux. On travaille avec la burdigalaise pour les burrata, où elle fait notre burrata sur mesure, rien que pour l'Empire. Et on a déjà des produits bio, des produits locaux, etc. sur la food. Et on a déjà fait ce pas-là. Mais sur ce restaurant-là, on veut vraiment... tu peux t'éclater un peu plus. M'éclater là-dessus, ouais. Et j'espère qu'on va relever le défi. Magnifique. Ouais. Écoute, merci Max pour ce bel aperçu sur la présentation de l'Empire, sur tes projets, sur ce qui se passe un peu à Bordeaux, que ce soit tant dans le monde de la nuit, mais aussi un peu côté restauration. Yes. On va terminer avec tes quelques adresses. Quand t'es pas à l'Empire, justement. Tu vas déjeuner un midi en ville avec un pote, tu l'amènes où? J'ai quand même ma cantine, c'est l'avant-comptoir du Palais, qui est donc Julien Candebord, le propriétaire. Et c'est vrai que je me laisse toujours surprendre par ce qu'il fait, il a toujours des nouveautés, puis c'est du picking avec plein de petites tapas différentes et tout, et c'est vrai que j'ai plus l'habitude de consommer comme ça maintenant. Donc l'avant-comptoir du Palais, adresse numéro 1. Les enfants sont gardés, on est vendredi soir, tu sors avec madame, tu l'amènes dîner en ville. Ouais. Tu l'amènes où? Alors le vendredi soir, non, je sors pas, parce que je suis quand même à l'Empire le vendredi soir, mais ça m'arrive des fois.
Non, dernière adresse. Alors généralement, j'essaie de faire des adresses que je connais pas et de lui faire découvrir, qu'on fasse découvrir des choses. Mais la dernière adresse en tête, où j'ai passé un très très bon moment avec elle, c'était le Mondrian, le nouvel hôtel qui a ouvert Cours du Médoc. Et donc là, hôtel 5 étoiles, super restaurant japonais. Et là, on a passé un pur moment. Ouais. Ok. Donc je recommande. Ouais. Et on a bien dormi aussi. Les chambres sont top. Une adresse, coup de cœur, hors resto, hors bar, un lieu dans lequel tu vas souvent, soit, je sais pas, soit seul, soit en famille, soit avec tes enfants, sur Bordeaux. Un lieu que t'aimes montrer, tu vois, aux gens qui connaissent pas Bordeaux. Un endroit où j'emmène une bonne partie de mon réseau, c'est un hôtel. C'est l'hôtel du Palais Gallien, c'est un 5 étoiles. Il y a une piscine, il y a un spa. Les propriétaires sont des gens que j'aime beaucoup. Ouais, je dirais ça, parce que déjà on peut se retrouver pour manger. Il y a un bon petit resto, un peu gastro, enfin même gastro à fond qui est top, qui est la Table Montaigne, que je recommande. Et puis tu peux aussi snacker un petit bout au bord de la piscine. C'est plutôt agréable. Agréable, ouais. Ouais. Puis j'ai déjà séjourné, enfin dormi là-bas. Un petit jacuzzi sur la terrasse est plutôt cool, ouais. On s'y fait. Ça... ouais, plutôt cette adresse-là en ce moment, ouais. Des amis qui ne connaissent pas Bordeaux Ouais. et qui viennent te voir pour le week-end, où est-ce que tu les amènes? J'ai un peu un circuit classique. C'est, je me répète, mais avant le comptoir, Empire, et souvent ça finit au Monseigneur. Et si vraiment on veut continuer entre Côte au Capu, voilà. Donc vous faites que manger, boire et dormir, quoi. Ça, non, Ouais. pour se balader un peu, tu vois. Après, ça dépend de la période. En hiver, oui. Bon, en été, on va se faire la corniche, on va se faire le selfish, on va se faire des sorties bateau sur le banc d'Arguin et on va se faire kiffer. Mais sinon, en hiver, ouais, ça va être ça. En été, ça va être. Après, j'aime beaucoup même Alric quand ils ouvrent. Darwin, qui est notre partenaire sur Sapio aussi, avec qui on travaille beaucoup. Donc j'aime bien Darwin, évidemment. J'y vais. Je fais une bonne dizaine de fois par an avec les enfants, c'est génial. Et voilà, donc la rive droite est cool ouais, pour kiffer. Ouais. Et enfin, tu pars en week-end avec ta petite famille. Yes. 2-3 heures max de voiture. Ouais. C'est toi qui organises, tu leur fais la surprise, tu les amènes où? Faudrait que je le fasse déjà. Non, quand tu vas le faire là dans quelques semaines. 2-3 heures de bateau, d'avion ou de voiture? De voiture. Là, faut que ça soit une destination surf. Parce que moi, j'aime bien surfer. Je suis à bodyboard à fond. Donc du coup, on a une petite maison à la Cano, on va se poser là-bas. Et l'année dernière, on avait loué un camping-car, on avait fait un trip Contis-Mimizan, Mollier-Théma. Et voilà. Super. Ouais. Donc plutôt ça, ouais. Les Landes. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller très loin, on n'est pas obligé de prendre l'avion aussi pour prendre du plaisir. Camping-car, ça marche. Tu dors dedans à l'arrache. Et c'était cool. Et ça te permet de créer des beaux souvenirs. Ouais, c'était cool. C'était un bon moment. Bon, après, le Maroc en avion, c'est cool aussi. Hein. Mais bon. Ça c'est moins écolo. C'est moins écolo. Ne me fais pas terminer là-dessus. Non, mais attends, quand même, pour terminer là-dessus, on sera toujours dans un monde de contradictions. Et de paradoxes, surtout. C'est vrai que déjà, il faut arriver à faire le mieux possible à notre échelle, en local, sur notre manière de consommer tous les jours. Bien sûr que l'avion, c'est pas recommandable, mais en même temps, de découvrir d'autres pays et se confronter à la réalité de ces pays-là. J'ai fait la vallée du Drap en janvier, pendant un peu plus de 2 semaines avec mes enfants. On a été dans le désert jusqu'à Ertchegaga. On est passé par Hamid et tout ça, Mahmid, et tous ces endroits-là. Agdaz et tout, et je me suis rendu compte que la vallée du Drap est en train de s'assécher totalement. Ils ont plus d'eau depuis 4 ans, ils ont une énorme crise climatique qu'ils sont en train de traverser. Et on a rencontré des agriculteurs où ils ont des puits où c'est de l'eau salée qui remonte et ils les arrosent avec ça. Et nous on est là en tant que touristes, on kiffe, on mange bien et tout ça, mais en fait tu te rends compte qu'il y a une vraie misère sociale qui est en train de se créer à cause du changement climatique. C'est en voyageant que tu t'en rends compte vraiment aussi. Et tu commences à avoir une migration maintenant de ces peuples-là sur les villes comme Marrakech qui vont être assoiffées d'ici 2-3 ans, même peut-être encore plus rapidement s'il ne pleut pas. Et il y a quand même une vraie... c'est en train de prendre vraiment de l'ampleur au Maroc. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Souvent quand on y va, c'est à Marrakech, il y a des hôtels, il y a des piscines.
Ils sont encore en train de fabriquer des golfs là-bas, ça devient n'importe quoi. Mais quand tu voyages vraiment dans les profondeurs du Maroc, en tout cas, là, ce qu'on a vécu, bah, c'est que le désert empiète vraiment sur toutes les vallées qui étaient les vallées les plus fertiles du Maroc. Et non, le voyage, j'incite quand même à voyager. Alors, Le voyage éduque et sensibilise, quoi. Exactement. Donc non, il ne faut pas voyager comme un touriste à se faire des hôtels 5 étoiles et à flâner et à rien comprendre du pays. Mais là, nous, on était en bivouac et franchement, on a pris une claque. Enfin, moi, j'ai pris une claque. Pourtant, je connaissais le Maroc, mais là, sous cet angle-là, c'était intéressant de le redécouvrir. Et c'était un documentaire à ciel ouvert, quoi. Enfin, Ouais. donc, j'incite le voyage dans ces conditions-là. Je l'incite quand même. Ok. Voilà. Même si c'est un peu d'avion, mais il faut se rendre compte des choses. Mais pas le voyage, j'incite pas au voyage tourisme de masse. Ouais, le en tout cas. week-end EasyJet, Non, faut le tu limiter. pars le vendredi, tous les mois, tu pars le vendredi Ouais. soir, tu rentres le dimanche après. Ça, faut éviter. Ok. Mais le long courrier, après, voilà, c'est mon point de vue, mais c'est vrai qu'il est. Voilà. Non, mais en tout cas, merci Max d'être allé Merci à tu vois, toi. sur ces sujets. C'est vrai qu'on était parti initialement du monde de la nuit à Bordeaux ensemble, et c'est cool de voir finalement qu'on peut lier ensemble, évoquer tous ces sujets en partant justement du monde de la nuit, et de voir que on commence tous à être sensibles à tous ces sujets tant écologiques, conso, et faut que ça dure, quoi. Faut que ça dure, faut que ça perdure, et d'avoir des acteurs. C'est bien, c'est de mettre en lumière des acteurs comme toi et sur de telles initiatives. Je trouve que c'est cool, ça va permettre de faire avancer les choses à notre échelle. Ouais. En tout cas, et si on te retrouve maintenant, c'est à l'Empire. Bientôt Bordeaux. à Néo. Bientôt à Néo. Ouais, place Saint-Pierre. Et donc ce sera Max au début qui sera là pour vous accueillir ou pas chez Néo Il y aura Alex, aussi. il y aura moi. Et après, j'aimerais bien être sur la partie production, donc sur la ferme. Donc je serai plus en sous-marin, en train de bêcher. Voilà. Merci beaucoup Max. Merci Hugo. Et C'était longue trop cool. vie, longue vie à l'Empire, longue vie à Sapio, longue vie à Néo. Merci beaucoup. Salut. Salut Hugo. C'était Nickel.